Bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre Climat et médias aux racines de l'incompréhension. Peut-être rappeler le contexte dans le cadre de ces rencontres de l'écologie politique. Donc, on sait que ce n'est pas secret pour vous que les rapports scientifiques se succèdent tous, les chiffres sont implacables et incontestables. Les catastrophes s'enchaînent, que ce soit en termes de rupture climatique, de déforestation, de problèmes de... Je parle plus fort, plus près du micro, comme ça, d'accord, ok. Que ce soit les questions de déclin de la biodiversité, des pollutions de l'air, du sol, tout ça conjugué aux inégalités sociales qui sont en train de monter. Alors, dans tout ce contexte-là, quelle est la place des médias quelle est la place accordée à toutes ces questions dans le flux permanent de l'information, dans le grand récit médiatique? Est-ce que les médias sont à la hauteur de cette urgence écologique? En quoi ce traitement est-il finalement approprié, suffisant ou insuffisant, mobilisateur ou au contraire démobilisateur? Que faire de toutes ces nouvelles qui sont souvent quand même anxiogènes, peu réjouissantes, mais aussi très complexes? Voilà, aujourd'hui, on va essayer d'aborder tous ces aspects-là entre pédagogie, vulgarisation, modération, le rôle des médias, etc. Et on a trois invités, trois intervenants de qualité, de ma droite à gauche. Donc, on a Marta Montojo, qui est donc une journaliste spécialisée dans les questions climatiques. Welcome Marta, qui travaille pour l'agence EFE, qui a aussi un parcours de journaliste dans plusieurs médias, dont La Vanguardia, Le Confidentiel, qui a travaillé aussi pour The Outlaw Ocean Project, qui est donc un média d'investigation américain qui travaille sur les crimes environnementaux liés aux océans. À sa gauche, nous avons Anne-Sophie Novelle, journaliste, autrice, réalisatrice, qui est aussi enseignante à l'école de journalisme de Lille, qui est spécialisée depuis déjà de longues années sur la popularisation des enjeux climatiques, environnementaux, et qui travaille pour plusieurs grands médias, Le Monde, l'Obs, La Salamandre, Vereco, mais qui a aussi fondé Place to Be, et un projet dont on parlera aujourd'hui, qui est la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qui est un super projet que le média pour lequel je travaille a aussi, est partenaire, disons. Et à ma gauche, Jean-Jacques Jespers, qui est donc aujourd'hui professeur de déontologie de l'information et de la communication à l'ULB, qui est membre du conseil de déontologie journalistique, mais qui a aussi une longue et riche carrière de journaliste, 33 ans à la RTBF, qui a présenté le JT, mais aussi Jour de guerre, qui a participé au jeu du dictionnaire, pour ceux qui l'ont connu, et passionné d'étymologie et de toponymie, par ailleurs, Jean-Jacques. Voilà, donc trois profils, trois experts, trois journalistes qui vont nous parler de ces questions essentielles, parce que finalement, dans le dernier rapport du GIEC, on insistait sur le rôle crucial des médias pour à la fois cadrer et transmettre l'information. Mais récemment, il y a eu une étude aussi de l'Université de Lausanne qui mettait en avant quand même quelque chose qui est assez préoccupant. C'est un travail qui a été fastidieux, je pense, près de 50 000 publications qui ont été checkées et qui montraient que finalement le traitement actuel était trop périphérique, parfois superficiel, parfois distant, et que ça n'avait un effet un peu... Ça entraînait le déni et l'évitement, je cite les chercheurs. Et donc ça n'était pas... ça n'embarquait pas les citoyens et ça ne leur permettait pas de se sentir davantage concernés par ce qui arrive. Donc voilà, cette étude est quand même interpellante, mais c'est une pièce au dossier, je dirais. Il y en a bien d'autres. Voilà. Alors, je vais commencer ma petite... commencer par une question peut-être à tous les trois, mais Marta, peut-être, si vous êtes d'accord. Merci. Peut-être, est-ce que votre regard sur... Oui, donc Martha est anglophone. Moi, mon anglais ne me permet pas de passer de l'anglais au français, donc je pose les questions en français à Martha qui vous répondra en anglais. Vous avez vos casques, pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que vous pensez, Martha, que le traitement face à l'urgence planétaire qu'on connaît, est-ce que les médias, en général, espagnols, mais anglo-saxons, puisque vous êtes aussi... sont suffisamment à la hauteur de cette crise environnementale? Well, thank you so much for inviting me, first of all. I just wanted to clarify, though, that the Outlaw Ocean Project is not a journal. I don't know if it was the translation, though, that I... Là, c'est le micro. Take the micro here. It's not... Close up. It's not working? Is it okay? Okay. Okay.
Okay. Slowly. Okay. Yes, I'm sorry, I don't speak French. But yes, the Outlaws Project is a non-profit that investigates. It's an investigative journalism project. And regarding your question, no, I don't think currently the media are up to the challenge. I think they really are trying, and we do see some really great examples. Sorry. But I think the citizens, the public deserves to really know the complexity of the climate change, the climate issue. And by sending these messages, what we saw with the IPCC report you mentioned, and with several other reports, is that this is a huge amount of work that the scientists do across the globe. And we see all these journalists really preparing for that, and I don't think it's their fault either. We have the IPCC report launched as one of the main events of the year, and we have everyone preparing for it. And then in very little advance, we get the actual report and all the documents, and we, like I've seen other colleagues of mine really preparing to process all those documents, and it's really, really, really complex. But then when we do see in headlines, at least in the Spanish media and also in Anglophone media, is that the message that it sends is so simple. It's basically 1.5 is science fiction. So I don't think that's fair to either the science, and I don't think it's fair to the citizens either, because that is not what's going on. And that is not, I don't think, the way we should tell the story of how we have difficulty achieving the 1.5. Like, yes, it's the science says that it's very likely that we won't achieve the 1.5, but by saying like the catastrophic headline of we're not going to make it, I don't think that serves any good service for the public. Ok, thank you. Martha, Anne-Sophie, peut-être rebondir là-dessus sur le fait que vous, en tant que journaliste et observatrice de toutes ces questions, notamment depuis la COP 21 à Paris, vous avez pris conscience de cette lacune médiatique, entre guillemets. Qu'est-ce qui a poussé, on en parlera plus tard, à créer cette idée d'une charte dans les rédactions? C'est qu'on n'était pas à la hauteur des urgences écologiques. Bonjour à toutes et à tous. Oui, il y a plusieurs choses. Moi, je suis la question du traitement médiatique de l'écologie depuis une quinzaine d'années. Lors de la COP 21, cet événement Place to Be était un peu fait pour mettre les pieds dans le plat de on n'est pas à la hauteur et nous devons aujourd'hui essayer d'en parler autrement et hybrider en fait les points de vue de chacun pour essayer d'inventer de nouvelles manières d'en parler. Depuis la COP 21, les étés caniculaires se sont multipliés, les catastrophes aussi, et là où avant les médias ne prenaient pas du tout leur part, il y a quand même un progrès. Par la force des choses, en fait, l'actualité nous rappelle qu'on n'est plus dans un simple fait scientifique, mais désormais dans un fait social palpable, en tout cas dans nos pays. Ce n'était pas forcément le cas aussi directement auparavant. Donc les rédactions commençaient à se poser des questions et ça a progressé. Auparavant, c'était très faible et on n'en parlait que quand il y avait une COP ou une catastrophe. Cela dit, ça reste quand même largement insuffisant. Et il y a plein de nouveaux médias qui se sont créés, plein sur les réseaux sociaux, plein d'influenceurs aussi qui prennent la parole. Là, depuis 2017-2018, en France, on a tout un réseau On est prêt qui a joué en ça, et puis des nouveaux médias qui sont apparus. Et donc j'ai épaulé une rédaction, une jeune rédaction qui s'appelle Vert avant les présidentielles en 2022. Et eux voulaient faire un manifeste pour essayer d'allier justement journalistes, citoyens, scientifiques. Ils m'ont demandé de réfléchir à cette idée. Et moi, du coup, j'ai été voir un peu mon réseau, des vieux de la vieille, en leur disant « On a cette idée, qu'en pensez-vous ?» On a interpellé Jean-Marc Jancovici, Valérie Masson-Delmotte.
Et à la première réunion qu'on a organisée en avril 2022, donc Hervé Kempf de Reporter, le média Blast, des gens de France Info, de Radio France, on s'est dit c'est pas un manifeste qu'il nous faut, mais plutôt un texte qui s'adresse à la profession, parce que nous n'avons pas aujourd'hui d'encadrement ou de directive ou de cap qui nous indique comment opérer pour traiter de ces enjeux. Et donc, on a fait des réunions quasiment toutes les semaines avec ce collectif d'une petite trentaine de personnes, en se disant, prenons la une, l'a fait sur le traitement des violences faites aux femmes, etc. Sur le climat et le vivant, il est important qu'on puisse arrêter un certain nombre de principes qui constitueraient un socle, une boussole à suivre pour essayer de faire mieux. Donc on ne le fera pas du jour au lendemain, mais si vous allez sur le site Charte Journalisme Écologie, vous allez voir la charte en 13 points. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de gens qui ont adoré l'initiative et qu'elle est traduite dans 5 langues différentes. Pas encore en flamand, je suis désolée. Mais en tout cas, elle, dans ces 13 points, elle explique voilà, qu'il nous faut aujourd'hui traiter ces questions de manière transversale, qu'il nous faut faire œuvre de pédagogie, qu'il est important de faire attention aux mots et aux images qu'on utilise, qu'il est important de dépasser les petits gestes et de questionner ce qui fondamentalement pose problème. On insiste sur voilà, la coopération, sur le fait de questionner aussi les opérations de greenwashing, les discours climato-sceptiques. Enfin voilà, vous pouvez regarder en détail. On l'a sorti il y a 1 an, le 14 septembre 2022, à un moment où Radio France venait d'annoncer son tournant, quelques mois avant que Sud-Ouest, moi j'habite à côté de Bordeaux, Sud-Ouest a lancé son déclic, France TV s'est mis aussi à faire des choses. Donc il y a une vraie prise de conscience dans les rédactions. Et la charte en tant que telle a été signée par 1800 personnes et a été rejointe par 200 organisations, aussi bien des rédactions que des écoles, que des syndicats. Voilà. Bon, le fait de signer n'était pas obligatoire, mais ça a permis de formaliser pour certains, de s'engager. Voilà. Il y a des rédactions qui n'ont pas voulu signer pour tout un tas de raisons, mais signer ou pas, la charte, elle a créé du débat et elle a marqué une étape, je pense. Voilà. Donc on en est là maintenant. Une charte reste une charte. On n'est pas là pour faire les flics ou faire des leçons de morale, mais on sait qu'elle a soulagé des personnes qui le faisaient déjà et qui étaient contentes d'avoir ce texte à dire ça vient valider, je check ces points-là, c'est cool, je peux mieux faire. Donc ça les a forcés aussi à dire peut-être qu'il faut que je continue à me former, assister à des événements. Voilà, donc ça a posé cette intention. Et là, on est en train aussi de réfléchir à la suite. On fait ça bénévolement, hein, donc c'est vraiment pour la profession. Mais il y a des initiatives qui ont été lancées au niveau des écoles de journalisme. Donc les 14 écoles françaises reconnues ont signé la charte. Anne Tézenas s'est occupée des états généraux de l'information et donc est en train de lancer tous des chantiers pour que les écoles progressent. Enfin, voilà, il y a plein de réseaux qui sont en train de se mettre en place. Donc l'écosystème français a énormément changé depuis la COP21. Il y a aussi 2 associations citoyennes qui se sont créées, Quota Climat et Plus de Climat dans les médias, et qui tous les jours font de la veille et interpellent les médias sur vous avez fait ça, attention, c'est pas cool, là... Ce qui, pour moi, quand j'ai sorti mon enquête en 2019, il n'y avait rien. Donc j'étais tellement heureuse de les voir arriver parce que c'était plus de la défiance à l'égard de « vous faites mal votre travail », c'est « vous pouvez mieux faire ». Et nous, on est là pour vous rappeler que vous avez un rôle. Et ça, c'est très aidant aussi. Donc voilà, dans l'écosystème, il y a des nouvelles figures, il y a des initiatives, mais c'est pas gagné. Et on peut parler, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais un fonctionnement des médias aussi qui pèse très lourd sur le développement d'initiatives. Merci Anne-Sophie. Ça me permet de me tourner vers Jean-Jacques, qui est à la fois une expertise journalistique, mais aussi un observateur des médias depuis quelques années déjà. Peut-être comment vous percevez l'évolution de ce traitement médiatique finalement sur ces questions qui restent... Enfin, qui sont des questions qui devraient être tout en haut de l'agenda médiatique, puisqu'il s'agit de la survie de l'humanité, pour faire très, très, très court, et que depuis 40 ans, des lanceurs d'alerte ne cessent de dire et redire la même chose. Comment vous voyez l'évolution dans la presse belge, mais peut-être en général, et puis aussi, d'où viennent finalement ces failles éventuelles dans le traitement médiatique, à vos yeux? Dans les grands médias, je crois qu'il faut
bien reconnaître qu'on est encore dans une phase extrêmement élémentaire. Si on prend les 2 grandes rédactions de journaux de référence, il y a un journaliste dans chaque rédaction qui couvre la problématique de l'environnement en général dans toutes ses dimensions. C'est quand même pas énorme. Et je pense que malgré les protestations de bonne volonté des éditeurs et les engagements moraux que certains ont pris, on n'a pas encore vraiment pris la dimension de l'intersectionnalité du problème. C'est-à-dire que, par exemple, un journaliste qui s'occupe de l'environnement me disait les rédacteurs, les journalistes de la rédaction économique, c'est comme s'ils vivaient dans une autre planète, quoi. Ils s'occupent de leurs trucs financiers, économiques, mais les implications que ce qu'ils disent peuvent avoir sur le développement de la société, sur les impacts, par exemple, en termes environnementaux, ils ne les voient même pas. Donc, il y a un très gros problème de ce point de vue-là, mais je dirais que ça commence à évoluer un peu. Ce qui est problématique, c'est l'événementialisation, c'est-à-dire qu'on va mettre en première page ou on va mettre en évidence certains événements selon leur caractère spectaculaire, selon leur caractère exceptionnel. Et puis, voilà, on tourne la page et on passe à autre chose. Il y a cet aspect qui est une plaie, si on veut, je dirais peut-être constitutive des médias d'information, c'est-à-dire qu'on met en évidence ce qui tranche, ce qui est exceptionnel par rapport au continuum de la vie, et on ne se préoccupe pas vraiment, sauf évidemment dans le magazine dont vous êtes le rédacteur en chef, qui est formidable, mais sinon on ne se préoccupe pas de ce qui est continu, c'est-à-dire de ce qui peut au jour le jour avoir des influences sur notre vie. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en dehors de cet aspect-là, qui est le fonctionnement interne des médias, et qui est quand même lié aussi aux conditions de travail, parce qu'on est en Belgique francophone, bon, il y a 4,5 millions à 5 millions d'habitants en Belgique francophone. C'est évidemment la population d'une grande ville, hein, grosso modo. On ne peut pas avoir une richesse extraordinaire du point de vue médiatique. On n'a pas des moyens économiques extraordinaires. Et les rédactions sont pauvres, même dans les grands journaux, même dans les grands médias, même au service public. Il y a plus de moyens, mais c'est quand même pas terrible. Et à côté de ça, il y a quand même aussi une chose, c'est que la consommation de médias est en train de changer fondamentalement. Plus aucun jeune aujourd'hui ne regarde la télévision, plus aucun jeune ne lit un journal quotidien. Donc on est dans une évolution de la société qui est très défavorable, je crois, pour la prise de conscience des grands enjeux, parce que chacun est dans son silo, collé sur son smartphone. Un adolescent aujourd'hui passe 7 heures par jour devant son écran de smartphone, 7 heures par jour. Et vous imaginez bien que ce n'est pas pour regarder des reportages approfondis sur l'évolution de la nature ou sur les enjeux climatiques. Donc voilà, ça c'est de plus en plus préoccupant. C'est-à-dire que les grands médias, même s'ils font mieux leur travail, ils risquent de ne pas avoir énormément d'influence sur le consensus et sur les représentations sociales collectives que se font les gens de la société dans laquelle ils vivent. En même temps, il faut reconnaître que, comme le soulignait Anne-Sophie, on en parlera après, il y a quand même une évolution en 10-15 ans. Enfin, je veux dire, autrefois, la place accordée à ces questions était vraiment portion congrue. C'était un fait divers, c'était une question qui était un peu anecdotique. Aujourd'hui, quand même, on va en parler, mais des grands médias comme Le Monde, oui. Le Soir et l'RTB, bon, quand même maintenant un pool de... Ça bouge quand même dans les rédactions aussi, lentement, mais quand même... Ça bouge lentement. Et effectivement, je pense que c'est très difficile quand même. Ce serait difficile de faire comme si rien n'avait changé, comme si le monde était toujours le même qu'il y a 15 ou 20 ans. Mais l'inquiétude, c'est celle-là. C'est-à-dire que même si on fait d'énormes efforts, et même s'il y a des améliorations, même s'il y a une charte, ça, ce serait formidable. Hein. On serait extraordinaire, ce serait extraordinaire qu'il y ait une charte de ce type chez nous, et peut-être qu'on peut en lancer l'idée, notamment au sein du Conseil de déontologie journalistique. Mais malgré ça, la crainte que j'ai, enfin l'inquiétude que j'ai, c'est que ces efforts soient un peu vains dans la mesure où ils vont s'adresser à un public de plus en plus restreint et de plus en plus âgé. Effectivement, d'aller toucher au-delà des convaincus et de la popularisation dont on parlait tout à l'heure, Anne-Sophie. C'est un enjeu important, ça, d'arriver
à vulgariser, à rendre populaire auprès d'un public le plus large possible. Et là, peut-être trouver des nouveaux formats, des nouvelles manières de faire pour, sans transiger sur les faits, sur la qualité de l'information, sur la connaissance scientifique, mais comment rendre ces matières-là complexes accessibles au plus grand nombre. Alors déjà, la charte, que ce soit en Espagne ou en Belgique, vous n'hésitez pas. Elle est open source, comme on dit, et si elle peut impulser. Et quand on a fait la charte en France, il y avait déjà des journalistes allemands et autrichiens qui avaient fait Climat Média, quelque chose comme ça. C'était pas une charte tout à fait, mais c'était un texte où ils avaient signé en disant que eux s'engageaient. Et nous, on avait trouvé ça très inspirant de voir que ça existait. Donc, adaptez-le à votre pays. Je pense que ça peut aider. Et autant que ça serve en ce sens, on n'est pas propriétaire de ce qu'on a fait. On l'a vraiment mis dans un commun. C'est très important de le rappeler. Sur l'évolution de la consommation de médias, oui, c'est un souci, mais les vieux médias et les émissions d'information en continu, typiquement les chaînes en France, continuent en effet de faire des débats très polarisants. Je ne crois pas que ça nous fasse avancer, ça nourrit pas les choses, ça nous permet pas de nous faire véritablement une opinion, et je crois que ça clive plus qu'autre chose entre des personnes qui sont déjà conscientes et convaincues et d'autres qui n'ont surtout pas envie d'y aller parce qu'elles sont dans la peur et dans un certain système de croyances qui vaut mieux conforter souvent, et c'est normal, mais ça va pas en effet parler au-delà des chiffres. Et je crois que c'est ce que dit l'étude de Lausanne aussi, c'est que finalement relayer en permanence aussi des rapports scientifiques qui ne vont faire que documenter ce qu'on sait déjà très bien, ça ne permet pas de faire évoluer forcément la conscience. Donc je pense qu'il y a déjà une interrogation sur comment nous, journalistes, on peut en parler mieux pour le rendre compréhensible. Et quand on rajoute à ça la dimension d'éco-anxiété, alors, pendant longtemps, on a dit qu'il ne faut pas parler de ces sujets parce que c'est anxiogène. Donc moi, j'ai eu ces commentaires-là il y a 15 ans. Ah non, surtout pas, il ne faut pas parler climat, ça fait fuir les gens. Quand on parle d'un conflit, d'une guerre, c'est anxiogène aussi. Donc pourquoi c'était si... Voilà. Et maintenant, il y a une éco-anxiété. Donc en fait, c'est une attente. Quand on regarde le baromètre de l'ADEME en France sur les représentations médiatiques de ces sujets, les Français sont en demande. Le Fracture française, là, le sondage qui a été publié cette semaine sur ce qui se passe en France dans la société, montre aussi qu'il y a une vraie attente. Et les jeunes aujourd'hui ne s'informent peut-être pas comme leurs parents ou leurs grands-parents, mais ils ont quand même beaucoup de contenu à leur portée. On a des influenceurs type Hugo Clément, qui met quand même bien les pieds dans le plat, est très suivi. Hugo Décrypte s'est formé récemment et tous les jeunes le regardent. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui savent de qui il s'agit. Il y a plein de petites chaînes Vert, pour lesquelles j'ai bossé, misent beaucoup justement sur les formats Instagram. Donc il y a quand même, je pense que l'information leur arrive. C'est pas la même que leurs parents et grands-parents. Du coup, ça explique aussi beaucoup pourquoi parfois le débat est compliqué. Et je pense que les jeunes ont envie d'y aller. La seule question, c'est quel type d'engagement on met derrière. Et puis, quand bien même nous, on ferait mieux notre métier, on en parlerait mieux. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement français, typiquement, Monsieur Macron a reçu tous les scientifiques. C'est pas pour autant, malgré la connaissance qu'il a du sujet, que les décisions sont mises en place. Donc, c'est toujours important de dire on fait ce qu'on peut, mais derrière l'information, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et là, on a un cas en ce moment à Toulouse. Il y a une autoroute qui est en cours de construction entre Toulouse et Castres, la 69. Il y a 15 grévistes de la faim qui ont fait une grève de la faim pendant... là, ils ont duré plus de 30 jours, Thomas Braille notamment plus de 30 jours, pour contester ce projet. 1500 scientifiques, 750 personnalités ont fait des tribunes pour interpeller en disant que c'était plus possible de faire de tels projets aujourd'hui. Et l'information est passée, les médias en ont parlé, mais il a fallu aller dans cet extrême-là pour que ce soit largement relayé. Et clairement, ce qui s'est passé là, avec la grève à Paris, c'est que ce sont des médias d'influenceurs qui étaient présents pour suivre,
Alors avec une mise en scène, etc., on pourra en parler, c'est encore autre chose, mais ça fait partie de cette génération qui s'expose de cette manière-là. Et les grands médias en ont moins parlé. Il y a surtout une surdité du gouvernement qui n'entend pas les arguments avancés et qui n'entend pas ce que disent les scientifiques, ce qui est encore plus inquiétant. Du coup, je pense que ça participe à tendre les choses aussi. On a eu avant ça, cette année, les événements à Sainte-Soline autour de la question de l'eau, des retenues d'eau, des bassines, avec aussi des violences qui sont venues. Là aussi, on pourra en parler. Mais ça complexifie et les médias là-dedans, voilà. Donc les jeunes sont informés, les moins jeunes aussi, peut-être pas de la même manière, mais il y a quand même quelque chose qui infuse. La question, c'est celle du débat qu'on donne à voir. Et là, je revois revenir même sur des chaînes de services publics, des formats de débat qui me paraissent d'être d'un ancien temps, où on va prendre quelqu'un de très convaincu, quelqu'un qui est son opposant, et organiser en 10 minutes un échange de cette nature-là. Moi, sincèrement, je crois que ça ne sert à rien. Et je ne vois pas pourquoi on continue de faire ça, si ce n'est pour se dire on n'est pas tant à gauche que ça. Mais en fait, non, essayons d'éclairer les gens, prenons vraiment le temps et allons promouvoir une compréhension profonde de ces sujets qui part aussi du sensible, quoi. Je pense que ce vécu-là, il ne faut surtout pas le nier et insister sur les questions de justice sociale qui aujourd'hui sont déterminantes dans l'acceptabilité de ces questions. C'est ça aujourd'hui qui est un vrai problème. Et donc, voilà, je pourrais continuer longtemps, mais l'acceptabilité, c'est questionner le fait que chacun doit agir à la hauteur de ce qu'il peut faire et que les plus riches qui aujourd'hui continuent un train de vie ou continuent de détruire la planète ne sont toujours pas responsabilisés et que du coup, on fait des mesures qui vont peser sur des personnes qui sont déjà acculées de toutes parts. Et ça, c'est un vrai sujet qui est documenté et je crois qu'on devrait mieux s'en emparer pour être au service de la population qui a besoin de comprendre, d'être éclairée dans son quotidien, mais aussi qu'on prenne notre vraie part dans le débat démocratique. Et ça on n'y est pas encore. Ça, c'est certain. Merci, Anne-Sophie. Martha, peut-être dans vos expériences auprès de différentes rédactions, est-ce que vous voyez des bonnes pratiques en matière médiatique où vous dites, là, c'est en train de changer? Et puis peut-être nous parler aussi de cette expérience de cette ONG qui finance de l'investigation pour travailler sur les océans. Est-ce que c'est aussi une manière de... Parce qu'on sait que pour faire du bon journalisme, il faut des moyens, il faut du temps, il faut de l'argent pour enquêter. Est-ce que c'est une piste intéressante pour vous aussi? Yes. Sorry. Yes, exactly. I think, finance, as you said, is super important. When I saw the Oslo Ocean Project's work, I read the book. So the Oslo Ocean Project is run by this journalist called Ian Urbina, and he used to work for the New York Times, and so he won a Pulitzer Prize. He's this big star, and he wrote a book about crimes at sea, which he investigated first with the New York Times and then with the Oslo Ocean Project, which is the non-profit that he founded to investigate these issues. So I read the book and I was mind blown. I was like, wow, this is crazy that all these things are happening at sea. Slavery, illegal dumping of everything, literally. I don't know, anything that you could imagine. And so I was like, how does this guy do it by himself? And then when I went to work for him, I did see what was going on. He wasn't working by himself. He was working with 10 other people or 70 other people. And he had resources. He had the New York Times first, putting out that money, and then the money that he raised himself, doing an amazing work. And then you do see, when we work with outlets like The New Yorker, for example, I saw the fact-checking process and the fact-checking team at The New Yorker, and I was like, I've never seen this in my life. And I talked to my editors in Spain for Spanish outlets, and I asked them, hey, I know that the media landscape is now very different, now that I'm in this business, in this sector, that it's very different than what it was like when you were younger. Did you ever see this? And they're like, no, we've never seen this amount of fact-checking
this amount of resources put out to do investigative journalism. So yes, money, resources, people, a good team, and the decision in editorial teams or managing teams to dedicate, I don't know, 9, 10, whatever people you can afford fully to do fact-checking. Even if it's a journalist like Ian Urbina with a Pulitzer Prize, he gets fact-checked line by line, fact by fact. So that does really good journalism and prevent that bias that Anne-Sophie was talking about. But then another thing that I saw that was really great was speaking of formats to get to the younger audience. So one thing Ian Urbina said is, well, I work for the most read newspaper in the US and one of the most read newspapers in the English language. But my son, my 17-year-old son, has never read anything that I've done. And it's not that it's not interesting, and it's amazing. It's like an adventure. It's pirates at sea and slaves and all these kind of issues. So the thing is, he decided to, but his son was very curious about rap music, for example, and he would go to Spotify and he would search for the Russian or Slovenian or whatever rapper that he was listening to. So he was like, okay, he has the curiosity. We just need to go to those watering holes where the younger audience are and bring them the news. So what he decided was to do some sort of soundtrack to the journalism that he was making. So they produced this project called the Odlosian Music Project, and they reached out to a bunch of artists, of DJs and rappers and different genres. And so they produced music based on the journalism. So they did a symbiosis, a symbiotic way of storytelling. And then they put it on Spotify and they put it everywhere. And they did track the traffic that was coming to the stories, to the journalism, through the music. So I think that's a really good practice that everybody should think about. We need to really get out of the same category that the media has always been and go to different ways of telling stories and really be creative and be imaginative and just come up with different solutions. So if people are into art or people are into movies or people are into dance, for example, in TikTok, so let's do something that tells the story of the climate crisis or the environmental crisis in those formats. Thank you, Martha. Peut-être Jean-Jacques, pour revenir sur deux aspects de la charte qui sont notamment la question du choix des lexiques et du poids des photos, comme disait un certain magazine autrefois. En 2019, je pense, c'est le Guardian qui a adapté toute sa charte lexicale, que d'ailleurs Imagine a converti à sa manière aussi. Donc, par exemple, on ne dit plus chez nous climato-sceptique, parce que le scepticisme, c'est le doute. On dit climato-négationniste. On parle de crise écologique et pas de changement climatique. Enfin, voilà, c'est des petites choses. Il y a ça. Est-ce que cette question, qui est quand même importante dans la manière dont les médias rapportent et qui peut avoir un effet plus ou moins positif, sur un impact, disons, sur les consommateurs citoyens. Est-ce que vous voyez une évolution à ce niveau-là, en termes de traitement aussi, du choix des mots, de la manière de rendre compte, disons, par l'image et par le lexique? Il y a très clairement une évolution, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de terminologies ont évolué, mais je me faisais la réflexion qu'on pourrait aller plus loin et faire effectivement une sorte de lexique ou de recommandation. On l'a fait, par exemple, au CDJ sur le traitement des informations concernant les personnes étrangères ou d'origine étrangère. On l'a fait récemment à propos du traitement des violences de genre. Parce que c'était des sujets qui semblaient être importants et qui venaient à l'avant-plan. C'est assez étonnant, effectivement, que la crise écologique ne vienne pas aussi fort à l'avant-plan et qu'on ne se soit pas encore penché sur cette question-là. Mais
je pense qu'il faudrait le faire. Il faudrait le faire. Cela dit, il y a une réaction assez courante et qui a été difficile à surmonter dans les deux cas que je viens de citer, de la part des éditeurs, de la part des propriétaires de médias, qui disent mais la liberté éditoriale, nous traitons les événements de la manière dont nous avons décidé de les traiter. La ligne éditoriale, c'est notre liberté, c'est la liberté de la presse, etc. Et ne venez pas nous donner des leçons sur la façon dont nous allons travailler. C'est très difficile à surmonter comme réaction et c'est pas toujours des réactions seulement idéologiques ou seulement philosophiques, c'est aussi des réactions dictées par la situation des médias, par la dépendance vis-à-vis des annonceurs, des grands médias, etc., qui cherchent évidemment à ne pas trop créer de situations conflictuelles avec ceux qui leur rapportent quand même plus de la moitié de leurs revenus, quoi. Mais c'est une question, et là je parle aux spécialistes en déontologie, qui est posée dans toutes les rédactions, qui est la responsabilité qu'on a par rapport à des enjeux aussi importants que ceux-là. Est-ce que, et ça fera écho à une question après, je me souviens avoir participé à un débat à la RTB là-dessus, est-ce que traiter ces questions-là, c'est une approche militante, partisane, et donc les médias ont un peu de frilosité parfois en disant on en parle trop et c'est un engagement. Or, ici, il s'agit, la charte le rappelle aussi, c'est de faire de l'information. C'est factuellement un état de fait que les crises se succèdent. Oui, mais on ne vit pas dans une société de bisounours, on vit dans une société de rapport de force. Et effectivement, plus le sujet est médiatisé, plus il est connu, plus les gens sont conscients des enjeux, plus ceux qui ont intérêt à maintenir la situation en l'état et à ne pas surtout toucher aux équilibres existants sont évidemment actifs et dénoncent les autres comme étant des militants ou autant des gens inspirés par des motifs idéologiques, etc. Donc ça devient de plus en plus conflictuel et je m'aperçois que ces derniers temps, on a de plus en plus de discours, notamment dans le monde politique, du genre « oui, il ne faut pas aller trop vite, il faut faire attention, il faut ménager la croissance, etc. etc. » Donc, on est dans une situation de rapport de force. Et les rapports de force, ils ne se modifient que très difficilement et dans des conditions généralement un peu conflictuelles, dures. Peut-être, Anne-Sophie, pour rebondir sur ce que Jean-Jacques vient de dire, il y a des contre-exemples, par exemple, si on prend l'exemple du Monde, qui vient de faire un énorme effort éditorial sur ces questions-là depuis quelques années, si je me trompe. Enfin, je parle en tant que... oui, ils le font depuis longtemps. Ils le font depuis longtemps, mais ils se sont réaffirmés encore plus. Oui. Et donc, voilà, un grand média mainstream, appartenant quand même à un groupe... Zavignel. Voilà. Ouais. Donc est-ce que ce sont des exemples qui vous semblent positifs, des bonnes pratiques vers lesquelles il faut aller En fait, quand on parle des grands médias, en France, 80% sont propriétés de grands actionnaires. Mais ce n'est pas parce que c'est propriété de grands actionnaires que les gens qui sont dans ces médias font du mauvais travail. Donc, je n'aime pas trop ces généralités. En revanche, il y a des dangers qui pèsent quand une rédaction est rachetée, comme cet été avec le JDD. Le Monde, en l'occurrence, a aussi un fonctionnement assez spécifique avec une société des lecteurs et des journalistes qui leur permet aussi d'avoir des garanties, ce qui n'est pas le cas partout. Et en effet, Le Monde a quand même traditionnellement un service science qui est donc affilié à la section Planète, qui a toujours bien fait son travail sur le sujet. Et là, ils sont montés en puissance. Nabil Wakim, qui suivait qui était un ancien rédacteur en chef au Monde, s'est formé, a suivi des questions énergétiques, a lancé la newsletter Chaleur humaine. Ils ont fait un projet où tout le journal s'est impliqué pendant un mois dans une grande série en juin-juillet sur l'adaptation. Donc il y avait pendant 3 jours sur une thématique plein d'articles qui décortiquaient. Donc c'était beaucoup, même c'était presque trop, mais c'était bien. Donc le contenu existe, il est là, et c'est des efforts assez remarquables. Et puis ils ont aussi publié leur charte. Je ne suis pas sûre qu'ils avaient besoin de le faire, mais ils l'ont fait. Je ne suis pas sûre que ça y fait unanimité en interne, mais ils l'ont quand même publié. France TV fait des choses. M6, TF1 travaillent aussi. Je sais qu'ils sont formés, parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi, cette année, vraiment, cette année, 50 à 60% de mon temps, c'est de la formation en rédaction. Et on est une petite dizaine de journalistes comme ça à avoir été très sollicités. Donc,
je me suis dit, OK, je vais cette année passer du temps à faire ça, c'est important de le faire, donc je transmets. Et donc, c'est aussi bien au national qu'en local, sur tous les formats, il y a de la demande. Voilà, donc après, M6, voilà, ils ont embauché quelqu'un pour parler météo qui est notoirement climato-relativiste. Il y a voilà, sur les réseaux sociaux, les scientifiques se font vraiment alpaguer, donc voilà, ça n'empêche pas que... le plus important, moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est l'idée, c'est d'en faire plus, mais c'est pas forcément de faire des silos où on ne va pas parler qu'environnement, climat, etc. L'idée, c'est que quand vous êtes journaliste sportif, économie, où vous traitez les questions politiques, faites-le comme vous le faisiez avant, mais en ajoutant des questions, en ouvrant votre champ d'interrogation. Voilà. Donc, quand on parle de transversalité, c'est ça. C'est ayez conscience. Donc, alors là, en ce moment, avec le temps exceptionnel qu'on a eu et anormal en octobre, la canicule... il y a eu plein de papiers en presse locale sur encore des records de la météo cette semaine. Il faut aussi rappeler à chaque fois à cet endroit-là que c'est lié aussi au bouleversement climatique. Et sur tout un tas de sujets, il est important à chaque fois de rappeler. Et je pense même que pour des journalistes qui font le suivi des questions politiques, ça doit devenir c'est un terrain de jeu formidable que de questionner les dirigeants là-dessus. C'est fondamental. Sur la question information versus militantisme, qui revient souvent. Ça colle à la peau des journalistes qui traitent ces sujets. Moi, j'ai une explication avec le temps que j'ai trouvé, c'est que dans les années 70, il y a eu pléthore de publications, plusieurs centaines de journaux associatifs qui s'étaient emparés de ces sujets. Survivre à vivre, Le Sauvage, La Gueule ouverte, qui étaient tirés à des centaines de milliers d'exemplaires pour certains. Et donc c'était une sorte de contre-parole par rapport à un discours unanimement pour le progrès, société de consommation. Et donc ce journalisme-là, initialement a émergé de cette manière-là, avec un propos qui n'allait pas dans le sens du temps. Ensuite, ça s'est professionnalisé dans les années 90 avec le sommet de Rio, donc des organisations, associations de journalistes désireuses de dire nous sommes des professionnels, nous ne sommes pas que des journalistes militants dans ce type de structure. Et la profession c'est vraiment monté en gamme. Mais le modèle économique des médias, notamment avec la publicité, rend difficile de dire nous roulons trop, nous bâtissons trop, quand à côté les financeurs sont sur l'agriculture ou la chasse en ce moment. Moi je le vois dans toutes les rédactions que j'accompagne, ces annonceurs-là ont un pouvoir de dingue. La FNSEA menace. Donc si les journalistes m'ont dit on ne peut pas aller trop loin parce que sinon on passe un petit coup de fil, voire où on nous menace de... Donc il y a structurellement des soucis qui rendent ça plus compliqué. Martin, sur ce sujet-là du journalisme et de l'activisme, est-ce que vous le voyez aussi dans les rédactions pour lesquelles vous travaillez? Est-ce que parfois on vous fait ce reproche et par rapport aussi à la question de l'indépendance dans les rédactions par rapport aux annonceurs financiers privés notamment? Wow, this is a huge question. Well, yes. I actually, in the beginning of when I started so I went into journalism from environmental journalism. So I never did any other kind of journalism, just migrations, but it was related. So in the beginning, yes, I was told by my boss and the one who was training me, he said, you need to be a journalist, not an activist. And then that stuck with me, and I was obsessed with not being an activist. But then I realized that, if you're covering the housing crisis, for example, or you're covering the migration crisis, it's not that you tell them you're an activist because you're telling people that businesses are, making it impossible for them to live. Or you're being an activist because you're showing that we're letting people die in the Mediterranean. No, you're just telling what's happening. So you're emotional about it, maybe. Obviously, I think you have to,
because otherwise you'd be a robot. But that doesn't make you an activist. I think what's important, or the way how I deal with it, is I really try not to be biased by my own political views. So I think what we have to do is we have to be objective, and we have to respect the facts, and we have to respect the science, and not just the physical science, but the political science. But that's not a fixed thing. So we have different views, we have different papers, like even in science, there are bias. So I think we do have to show different opinions in science and in people who are capable of being more technical, maybe. And then we have to show the activists, and we have to show the social implications of this crisis. But I don't think we need to, for example, interview climate deniers or people who are just making noise. I don't think that's being neutral or objective. So that's how I deal. Thank you, Martha. Anne-Sophie, vous oui, voulez réagir? deux petites choses qui me sont venues juste pour complémenter ce que vient de dire Martha. En fait, les sciences, c'est pas de l'idéologie en fait aujourd'hui, et c'est ça le souci, c'est que voilà. En revanche, on a eu une tribune il y a 2-3 ans de ça, de personnes qui défendent. Enfin, ça s'appelait les No Fake Science. Donc, du coup, c'est un peu ce que dit Stéphane Foucard, Stéphane Aurel et Sylvain Laurence dans Les Gardiens de la raison. Aujourd'hui, il y aurait une bonne science et une mauvaise science. Donc la défiance est rentrée aussi dans le champ de la science. Et donc, si on rentre dans des débats très techniques en mettant les sciences au centre, on peut être taxé d'être dans un parti ou dans l'autre. Donc le qualificatif de militant, Marie-Monique Robin m'avait dit, moi, si militant, c'est défendre le bien commun, oui, j'ai aucun problème à accepter ça. Mais on entend encore trop de chroniqueurs qui défendent le modèle capitaliste destructeur ou des journalistes qui sont pro-glyphosate, voilà, alors qu'on sait tous les méfaits qui sont documentés aujourd'hui. Donc ça, voilà, le militantisme, il se place où dans ces cas-là? Et qu'est-ce qu'on va défendre? Et comme le dit Martha, nous, notre métier, c'est de faire notre travail avec rigueur, en allant vérifier tout ce qui est affirmé. Mais à un moment, quand il y a des incohérences, là, quand je pense que quand 1500 scientifiques signent des tribunes pour dire que c'est anachronique, est-ce qu'on est militant de ce qu'on est en train de relayer? Et à quel moment, voilà, est-ce qu'il faut qu'on fasse 10 articles pour en parler? Enfin, ça pose quand même des cas de conscience, et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui suivent ces questions depuis très longtemps, qui, au bout d'un moment, par la force des choses, choisissent un camp. Notre métier, c'est pas de partager ce camp-là, mais quand même, au fond de soi, ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc on ne peut qu'être doublement je veux dire, vigilant et sérieux dans notre métier, et irréprochable factuellement. Mais on ne peut pas ignorer le contexte dans lequel on est. Et je pense que tu parlais du Guardian tout à l'heure. Le Guardian, Katharine Wiener, elle a travaillé sur la sémantique, mais ils ont fait une climate pledge, ils ont fait un biodiversity pledge, c'est-à-dire que vis-à-vis de leur public, ils s'engagent. Ils ont fait des choix, en effet, la BBC l'a fait aussi, radicalement, de dire on n'invite plus de sceptiques ou de personnes qui relativisent. Moi, c'est ça que j'attendrais, c'est des choix qui sont pas du militantisme, mais un engagement éclairé. On sait ça, on a cette conscience-là, et voilà comment on se positionne. Ça vous plaît pas? En fait, vous avez le choix de partir. Mais nous, notre responsabilité, et là, moi, j'en viens à parler vraiment de la posture journalistique, c'est la responsabilité qu'on a aujourd'hui de tenir cette posture, parce que je crois que c'est justement notre rôle d'arriver à amener le débat public et à améliorer la démocratie environnementale. Ça rejoint Jean-Jacques, enfin, je suis sûr que ça vous inspire, mais aussi peut-être un lien aussi avec la formation, parce que on sait que pour avoir des journalistes à la hauteur, il faut des journalistes éclairés, des journalistes formés, qui ont une conscience des enjeux, et or les enjeux sont de plus en plus complexes, de plus en plus scientifiques, techniques, interconnectés, et donc ça pose la question aussi, et versus les conditions de travail des journalistes dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, dès la formation de base dans les universités et dans la formation continue dont parlait Anne-Sophie, quelque chose à faire? Alors, il y a des efforts qui sont faits. À l'école de journalisme de l'ULB, on fait évidemment de gros efforts pour ouvrir au maximum sur les questions scientifiques, sur les questions complexes que la société d'aujourd'hui pose.
on propose des pistes, on propose des cycles de formation avec les plus grands spécialistes disponibles, je dirais, sur le marché belge francophone. Mais une fois que les journalistes arrivent dans les rédactions, ils se trouvent confrontés aux réalités quotidiennes, c'est-à-dire que ce n'est pas les grands sujets qui vont traiter en premier lieu, c'est plutôt les sujets locaux, les sujets qui apparaissent moins sollicités, des compétences approfondies. Et donc, il y a une grande déception. Toutes les enquêtes montrent qu'il y a des grandes déceptions parmi les journalistes entre ce qu'ils se font comme idée de leur métier et la réalité quotidienne dans les rédactions. Mais, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un monde de rapports de force. Et plus on va affirmer, je dirais, la crédibilité et la solidité de l'information sur des questions comme celle-là, plus on va voir apparaître des polémiques fictives, notamment sur les réseaux sociaux, avec des thèses complètement absurdes, mais qui créent du débat artificiel pour décrédibiliser les thèses scientifiques qui ne font pas débat, en fait. Et donc, ça, c'est très préoccupant, parce qu'à côté du travail que font éventuellement, un travail remarquable que font éventuellement les médias professionnels, à côté de ça, on voit apparaître dans l'opinion un mouvement de décrédibilisation, un mouvement de calomnie par rapport aux médias professionnels, qui vise évidemment à introduire le doute, créer le doute, c'est le numéro 1 de la stratégie des lobbyistes, manufacturing doubt. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où, comme on est dans une société qui est basée sur l'exploitation des ressources naturelles, sur l'épuisement des ressources naturelles, et que pour faire changer cette société, il faut effectivement des modifications vraiment fondamentales, il y a une résistance terrible. Martha, peut-être par rapport à votre expérience aux États-Unis, où on sait que précisément les semeurs de doute là-bas, les climato-négationnistes sont très puissants et les lobbies aussi. Comment vous percevez un peu ce qui se passe là-bas? On va voter dans moins d'un an là-bas aux États-Unis et l'enjeu passe au second plan là aussi dans le discours public et médiatique. Or, c'est un enjeu majeur et les États-Unis sont quand même parmi les plus grands pollueurs de la planète. Well, I've been a bit disconnected from the US since I got back to Spain 2 years ago. I mean, I still follow, obviously, the politics, but not from Washington, D.C. And what I see, I actually just read it yesterday, but I didn't know that this new candidate is trying to make a way. I mean, he probably has a very little chance. Kennedy, what's his name? Maybe someone knows it here. He's JFK's nephew. Anyways, he and he has this. I don't know how to say this. Anyways, I'm just gonna get apart from him. What I saw, at least when I was there, was that even Republicans were starting to say that climate change was a thing. So I was there at a time where I think climate deniers, or like usual deniers, moved from denying climate change to accepting it, but saying that technology will solve it. So I don't know if that's right now in the debate. I don't know how big, how much weight it has. I know that since I left or since I was there, there have been big changes when it comes to climate politics. So the IRA was passed, and that was a big move. Joe Manchin, who was very pointed at for how the lobbying was affecting his campaign and how he was a Democrat, but he was boycotting every climate politics move or climate action. I know that was very big in the news, and I did like the coverage of that, especially from the Washington Post and the New York Times.
I think they did a great job. I honestly don't know how much weight it will have in this election, but I can see that it's now a much bigger issue than it used to be, and hopefully with these other candidates, they will put some more weight on it. I think the current situation with Joe Biden, I mean, he's tried, and his administration has, like I said, has passed this IRA, but I don't think their message is strong enough, and I don't think they really have a counter discourse. I don't know if that tells you anything. Thank you. Anne-Sophie, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'en dehors des médias traditionnels, il y a toute une nouvelle génération qui émerge, et on sait que c'est un enjeu important parce que comment cette nouvelle génération va pouvoir, elle, peut-être réussir ce que la précédente n'a pas fait. À travers notamment cette confusion qu'il peut y avoir quand même entre le journalisme et les influenceurs, vous évoquiez le nom tout à l'heure, quel est leur, est-ce qu'ils jouent un rôle dans la conscientisation, disons, de cette génération? Est-ce que parfois, ce ne sont pas des journalistes, ils peuvent véhiculer de l'info, mais ils ont une puissance quand même virale et de transmission auprès de cette jeunesse essentielle. Est-ce que c'est pas là aussi qu'il faut aller travailler en dehors des rédactions classiques, quoi? Déjà, je repensais à ce que disait Martha tout à l'heure sur le fait d'adopter des formats qui parlent aux jeunes. Je me souviens d'une discussion avec Luc Herman, qui s'occupe de Première Ligne, qui fait beaucoup de documentaires d'investigation, et notamment Envoyé spécial et Cache Investigation. Et à l'époque, ils avaient vu à quel point ils étaient mimés par les youtubeurs sur les réseaux sociaux. Ils se sont dit, bah, tiens, on mime les journalistes d'investigation, mais nous, on peut apprendre aussi de ce que font eux et de leur code. Donc c'est pour ça qu'ensuite, dans leur format, ils ont commencé à faire comme les influenceurs. Je pense que ça se complète bien souvent. En effet, après, on a des figures de journalistes qui ouvertement se disent engagés. Moi, je pense que je peux le dire aussi, mais c'est vrai que quand ils ont une forte influence, alors quand c'est affiché, le CDJM en France a été saisi à plusieurs reprises sur des reportages faits par Hugo Clément, notamment parce qu'il avait fait des sujets sans dire à la fin qu'il avait soutenu officiellement cette campagne, qu'il avait fait la promotion de cette campagne pour une campagne de crowdfunding. C'est vrai que moi, ça me gêne en termes de déontologie journalistique. On sait tous qu'il est hyper engagé, qu'il défend des causes. C'est pas un problème, en fait. Mais il faut toujours être honnête et rigoureux, là aussi, dans la transparence qu'on propose. Et je pense que ça fait du bien, parce que les gens ne sont pas bêtes. On est dans une période où tout le monde, maintenant, exprime son opinion. L'objectivité, au fait, elle est où maintenant? Voilà, je pense qu'il vaut mieux dire d'où on part, d'où on vient, d'où on parle, le point de vue situé, hein. Et expliquer comment une enquête peut nous bouleverser, ce qu'on a pu apprendre, les doutes qu'on peut encore avoir. Enfin, ouvrir cette boîte noire informationnelle, pour moi, est un réflexe de survie nécessaire. Et peut-être que c'est ça qui peut expliquer. Après, ces influenceurs, ils jouent gros. C'est-à-dire que le jour où on apprend que certains ont politiquement soutenu un candidat en off, ça, si un jour ça sort, leur crédibilité et la confiance qu'on leur accorde, elle se brise. Et ils peuvent perdre autant qu'ils ont gagné. Donc, pour moi, c'est un peu des faux follets, en fait, hein. Je veux dire, ils ont un énorme rôle, mais il ne faut jamais perdre de vue le combat fondamental qui reste encore énorme par rapport à tout tas de sujets. Et heureusement qu'il y a des journalistes d'investigation qui ne passent pas leur temps à animer ces réseaux sociaux, mais à faire un travail de fond sur lequel, après, d'autres vont se faire les porte-voix. Donc, je pense que tout ça est un écosystème, en fait, aujourd'hui, qui se complètent avec des déontologies, des fonctionnements très différents, tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais il est important, et là, du coup, ça relève plus de ce que peut faire le public, d'exercer son esprit critique. C'est-à-dire, et là, pour le coup, il y a aussi du travail d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes. J'en parlais avec ma coiffeuse l'autre jour, hein, qui me dit, oh, regarde, elle me montre une vidéo d'Hugo Clément sur un hôtel où elle devait se rendre à Bali la semaine d'après. Elle a une 60aine d'années. Et du coup, elle ne le connaissait pas. Et je me suis dit, tiens, mais ces contenus-là l'atteignent aussi. Mais elle ne savait pas qui c'était. Donc, elle ne savait pas s'il était journaliste ou influenceur. Enfin,
Et du coup, ça, c'est aussi un apprentissage que de dire, vous mettez les pieds à cet endroit-là, vous savez, vous prenez pas, mais vous pouvez garder votre distance, questionner ça, le compléter avec d'autres aspects, ça c'est crucial. Jean-Jacques, peut-être pour rebondir sur cette question de la transparence et du point de vue situé des médias. Moi, je suis frappé, chez Imagine, par exemple, on a une charte fondatrice, on a un manifeste qui affirme le contrat intellectuel, moral qu'on passe avec nos lecteurs. On a fixé des valeurs, elles sont transparentes sur notre site. Je suis frappé de voir que dans beaucoup de médias, il n'y a pas d'outils comme ceux-là qui permettent de dire aux lecteurs, aux citoyens, de dire, ben voilà, vous adhérez ou non avec mais notre ligne éditoriale, c'est celle-là, et notamment sur les questions dont on parle ici. Est-ce que c'est pas aussi un outil indispensable pour renouer parfois la confiance, parce qu'on sait qu'on traverse une période à la fois de grande défiance à l'égard des médias, le média bashing qui est permanent depuis les Gilets jaunes jusqu'à maintenant. Mais en même temps, on n'a jamais eu une période aussi médiavore, entre guillemets, on n'a jamais autant consommé de médias qu'aujourd'hui. Donc il y a cette espèce de conflit parfois, et l'émergence de tous ces nouveaux médias dont on parlait. Mais sur cette question du lien et de la confiance, à travers peut-être des outils comme ceux-là. Ce serait une excellente idée que chaque média puisse nouer une sorte de contrat de lecture avec son public en disant voilà exactement où nous nous situons. Mais je pense que si les éditeurs ne le font pas, c'est aussi parce que dans le marché tel qu'il est aujourd'hui, qui est extrêmement concurrentiel et extrêmement petit, une certaine ambiguïté est entretenue systématiquement pour ne pas risquer de se couper d'une partie de son public. Voilà. Et cela dit, il y a des petits éléments de progression. Par exemple, les éditeurs, tous les éditeurs qui adhèrent au système du Conseil de déontologie journalistique, et ils sont tous là, ont accepté de dire qu'ils participaient au système et de le montrer en affichant le logo du CDJ et en disant « Nous sommes partie prenante de l'autorégulation déontologique de l'information. Donc, en quelque sorte, nous affirmons que nous allons nous engager à respecter les règles de la déontologie journalistique. Et si nous ne le faisons pas, eh ben, nous acceptons d'être pointés du doigt et montrés du doigt par les décisions du CDJ. » Donc, il y a une prise de conscience, je dirais, lacunaire, mais embryonnaire, de la nécessité de prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis de son public. Mais c'est très, très lent et c'est très difficile parce que le marché médiatique, surtout en Belgique francophone, est petit et très concurrentiel. Bien, je vais peut-être regarder l'heure sur ta montre. Moins 20. Ben, c'est peut-être l'occasion de passer un petit moment à vous, parce que je suis sûr, oui, déjà, j'ai rien dit, paf, 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 ça suscite. Donc, vous n'avez pas de micro, mais on va, en parlant fort, on va suivre la trace, comme ça. Peut-être on commence par monsieur, et puis on continue. Je vais peut-être prendre les questions, peut-être on va les rassembler, et puis, oui. Peut-être pose, donc qu'on soit bien dans des questions, peut-être éviter les... Oui, tellement de choses à dire. Je trouve, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas aussi plus de... Enfin, je trouvais très intéressant ce que vous avez raconté, c'est Martha, sur le journaliste du Times, pardon, comment il s'était débrouillé, comment il a été créatif, comment on rejoint... Moi, je suis en colère contre la RTBF. C'est vraiment flagrant quand on voit le site Ovio par rapport au site Radio France. Je trouve que Radio France est exceptionnel. Même si, donc il y avait à la RTBF en 2016, il y avait les serreurs de café qui interpellaient le politique juste en même temps, en fait, quasi en même temps. Ça a complètement disparu. Donc ça a enrichi le groupe de Charline Vanhoenacker en France, qui ont été eux-mêmes marginalisés. Donc je suis aussi pour des moments de clash, ou des moments de traitement de l'information qui attirent aussi de l'univat. Ce que je voudrais, moi, c'est à l'RTBF, c'est 4 choses. C'est les jeunes activistes qui se forment en journalisme et en communication, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas assister, et je dis le mot fabrication des rédactions, à la rédaction des JT et des JR. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Codeco
l'équivalent du Codeco qu'on a eu pendant la pandémie sur le climat et la biodiversité. Troisièmement, pourquoi on ne pourrait pas avoir des débats entre un lobby d'affaires et un lobby citoyen? Si le lobby d'affaires refuse, on maintient le débat et on fait alors une description du lobby qui est absent. Donc, mettre vraiment la pression. Et voilà, je crois que j'avais une quatrième idée, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà c'est plutôt des suggestions donc, par rapport aux rédactions, d'accord. C'est des bonnes suggestions. Oui, on peut les relayer. Effectivement. Ah oui, donc c'est ça le principe, le catchbot. Voilà, bonjour, ça monsieur. fonctionne. Mais je travaille depuis plusieurs années aux questions qu'on a travaillées ici, mais sous l'angle de l'approche cognitive du langage. Et ça a toutes sortes d'implications concrètes, notamment sur le wording. Vous en avez parlé plusieurs fois au plateau. Donc, ne plus dire changement climatique ni réchauffement climatique, par exemple. Ne plus dire climato-sceptique, etc. On pourrait même dire encore d'autres termes. Mais en fait, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Parce que l'approche cognitive du langage nous permet de comprendre que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas les mots que nous utilisons, mais c'est comment notre cerveau est fabriqué, entre guillemets, culturellement, socialement et biologiquement, pour fabriquer de la signification. Alors, les climato-confusionnistes, ils ont très bien compris ça. Les lobbyistes, ils ont très bien compris ça. Ma question, c'est comment forme-t-on les journalistes à ces questions-là? Je vais être très court et ma question, c'est connaissez-vous l'approche cognitive du langage racontée notamment par un de ses fers de lance, Georges Lakoff, qui était un des conseillers d'Obama? Et sinon, je suis tout prêt à venir vous l'expliquer. Merci. Super, un petit placement de produit. Anne-Sophie, peut-être une réponse là-dessus sur le... est-ce que dans tes formations, est-ce que ces questions-là du choix des mots, et c'est dans la charte aussi, revient souvent? Ah oui, moi c'est une des premières choses qu'on voit. On passe du temps, je leur demande de réfléchir à des termes qu'ils utilisent, sur lesquels ils ont des doutes, des mots vides de sens, le côté vert, le côté propre. Enfin voilà, donc c'est un vrai temps. Et je leur dis d'ailleurs, on ouvre ensemble un document partagé je les invite à l'enrichir au fur et à mesure et à développer leur propre charte en interne pour expliquer en fait ce choix qui est fait. Et je leur dis, attention, c'est jamais gravé dans le marbre. Vous avez le droit d'y revenir, d'évoluer, mais comme on l'a fait sur d'autres questions, au-delà de l'écologie. Et vous l'avez fait aussi beaucoup sur l'image, parce qu'on sait que très souvent, la question de l'ours qui est sur sa banquise en train de fondre n'a plus d'impact. Alors l'image, Place to Be, quand on a monté l'événement pour la COP21 à Paris, j'avais repéré les travaux de Climate Outreach, qui est donc le think tank anglais créé par George Marshall. Et c'était, voilà, il faisait des travaux sur la vulgarisation climatique depuis 15 ans, du coup, très intéressant. Et donc, il venait de sortir une étude qui s'appelait Climate Visuals, où ils expliquaient les 7 grands principes d'un visuel climatique efficace. Et ils insistaient, en effet, pour dire il faut mettre de l'humain dessus, il faut vraiment incarner, il faut jouer sur le registre d'émotions. En fonction du public que vous avez en face de vous, qui soit plus ou moins conscientisé, certains types d'émotions vont plus fonctionner que d'autres. Et surtout, éviter les images de protestation et de manif. En fait, elles sont souvent contre-productives. Donc ça, c'est vraiment le fruit de leurs études. Donc, voilà. Et en 2016, Place to Be, on a demandé à Climate Outreach, on a reproduit l'étude avec l'ADEME, BVA et des sociologues et des spécialistes de la communication aussi, et Greenpeace, pour voir comment ça pouvait se répliquer. Et il y a 2 ans, il y a une géographe... je crois que ça s'appelle Safran O'Neill, pareil, britannique, qui a fait cette étude sur plus de 200 articles issus de 5 types de journaux en France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas et je crois que c'était Italie, mais j'ai un petit doute, où elle montrait que sur des papiers qui parlaient de la canicule et qui faisaient le lien avec le changement climatique, l'illustration était systématiquement des personnes en train de prendre du bon temps autour d'une glace ou en train de se baigner. Et elle disait, en fait, il y a une valence, voilà, donc l'effet des mots, l'effet des images,
qui créait un... Et ça, c'est plus possible. Et donc, du coup, ce débat-là en France, il a vraiment pris l'été 2022. Et beaucoup de médias ont été obligés de justifier. Et les réseaux dont je vous parlais continuent d'interpeller ceux qui font des unes, type la canicule heureuse. Ça, c'était le Populaire du Centre, qui, du coup, le rédacteur en chef s'est senti obligé, et heureusement, de faire un justificatif, de se justifier et dire que ça n'arriverait plus. Mais les couvertures, voilà. Et il y a cette presse, oui, alors j'aime bien votre terme de climato-confusionniste, c'est vraiment ça, c'est de la confusion, qui continue de faire des unes sur les écolos radicaux, enfin, sur des termes toujours un peu guerriers, et qui entretiennent cette idée qu'on fait peur et qu'on est contre le sens de la vie. Enfin, voilà. Et donc, c'est très important. Et donc, je leur dis, réfléchissez. Et pour le coup, je trouve que dans le monde anglo-saxon, je leur montre des vidéos de tout un réseau de photographes, des femmes essentiellement australiennes, qui, quand elles avaient le précédent gouvernement qui était ouvertement climato-sceptique, c'était juste après les grands incendies qui ont ravagé une bonne partie des forêts australiennes, elles ont fait un challenge en disant 1000 photos pour le climat, où le défi était d'aller photographier la manière dont elles percevaient, elles, les stigmates du changement climatique sur leur pays. Et c'est génial, parce qu'il y a un travail climatique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger, je trouve, là-dessus, et c'est important de continuer à les porter. Parce qu'on est dans un monde d'images et de mots, donc il faut s'arrêter dessus, et je serais heureuse qu'on puisse en parler, en effet. Merci. Madame, vous aviez une question ? Oui, j'ai 2 questions très précises. Je veux rebondir sur la question des images. Je suis portugaise. Cet été au Portugal, il y a eu comme ça un groupe de journalistes qui ont fait un appel pour qu'on ne présente pas à la télé des images de feux de forêt. Parce que, en fait, ça pourrait... c'est pas une question d'anxiété, ça pourrait donner des idées aux pyromanes. Donc, il y a plusieurs aspects à voir dans la question des images. Mais mes 2 questions étaient plus précises à Anne-Sophie Novelle. Vous avez dit que votre charte est traduite en 5 langues. J'aimerais savoir quels sont les critères de choix des langues, et si le fait de traduire signifie qu'il y a aussi un enjeu, un networking avec des associations de journalistes dans les respectifs pays. Évidemment, c'est la langue portugaise qui m'intéresse, mais bon, ça, on parlera après. Et je voulais aussi demander si votre charte a eu une adhésion de la part des médias régionaux et locaux. Voilà, Sophie, traduction en portugais. Alors, la traduction, nous, on avait prévu de le faire en langue anglaise, donc on l'a fait. Et en fait, il y a... Je ne sais plus le nom du média, ça m'échappe, d'un média européen, je crois que c'est Vox Europe. C'est les journalistes qui nous ont dit nous, on va traduire votre charte. Et donc, c'est eux qui ont décidé de la traduire, je crois. Donc, il y a allemand, espagnol et je crois que c'est italien, en plus de ce qu'on avait nous. Donc, elle existe en 5 langues. Le faire en portugais, si vous souhaitez le faire, nous, on est très ouverts, je le disais tout à l'heure, autant que ça serve. Mais du coup, on a été sollicité, en effet, par plein de journalistes à l'étranger. Et là, j'étais invitée à Vienne le 11 novembre pour une rencontre européenne de journalistes autour de ces questions. Je ne peux pas y aller, donc du coup, j'ai proposé à Anne Tézenas, qui a mené les États généraux, qui suit de très près la charte et qui travaille aussi avec les écoles, de y aller pour nous représenter, pour représenter le collectif. Donc je verrai ce qui ressort de cette rencontre à Vienne les 10 et 11 novembre. En tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de fonctionner en réseau. C'était ça, c'était la traduction. Et après, les médias locaux, oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis dans le sud-ouest, donc à côté de Bordeaux. Et la Société des journalistes de Sud-Ouest a signé, mais pas le journal. On a plein de journalistes qui l'ont fait à titre personnel. Et dans la presse, en fait, la presse quotidienne ou hebdomadaire régionale, Ouest France, Sud-Ouest, et là, La Montagne cette semaine, donc groupe Centre France, ont fait leur propre charte. Donc c'est souvent, en fait, c'est compliqué pour eux d'accepter le point qui dit qu'il faut questionner les annonceurs. C'est juste, ça passe pas. Ce point-là, on en a longuement débattu et on savait qu'il allait être compliqué, mais c'est important pour nous de le rappeler. Et là, tout ce que j'observe, moi, c'est que dans les rédactions que je forme,
c'est une réalité à laquelle ils sont confrontés, en fait, des menaces, des coups de fil sur les annonceurs. Donc ce point-là, je pense qu'il faut, voilà, il y a encore du travail à faire. Je n'ai pas trouvé de réponse, mais il y a une adhésion. Ça, c'est sûr, il y a une adhésion. Et puis en fait, c'est surtout que la charte a été adoptée par nombre de journalistes qui travaillent aussi en indépendant et qui souvent se trouvent pas à Paris et qui travaillent pour ces médias-là. Donc ces personnes-là nous ont dit la charte nous a donné de la force parce qu'on peut s'en prévaloir quand on va pitcher un projet à un rédacteur ou une rédactrice en chef. Merci Anne-Sophie. Il y avait une question, monsieur. Vous avez la catchbox. Oui, bonjour. Bonjour. C'est marrant, c'est le catchbox. J'avais une question par rapport aux médias belges et surtout la RTBF parce que je regarde souvent le JT de la RTB et puis j'enchaîne avec le JT de France 2 le soir. Et c'est quand même flagrant, en fait, le décalage qu'il y a. France 2, vous avez chaque jour un reportage important sur l'écologie ou la biodiversité à l'international. Et pour avoir ce genre de reportage à la RTB, vous pouvez vous brosser. Et même l'émission QR, cette émission qui traite de l'actualité, si vous voulez avoir un QR sur l'environnement, la biodiversité, le climat, qui sont pourtant des préoccupations majeures dans l'actualité, vous pouvez aussi aller vous brosser. Et je ne comprenais pas comment ça se faisait que à la RTB, il y ait un tel manque de traitement de la question écologique, alors que sur la première, par exemple, vous avez beaucoup plus d'émissions et en télé, rien du tout. Jean-Jacques, qui n'est pas le représentant de la RTB. Je ne suis pas le représentant de la RTBF. Mais qui peut avoir un regard de... Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'effectif des services d'information de France Télévisions correspond à l'effectif total de la RTBF. Donc, voilà. Donc, on est dans des comparaisons qui sont très difficiles. La RTBF, depuis toujours, a été confrontée à la comparaison avec les télévisions françaises. Mais la France, c'est 66 millions d'habitants. La communauté française de Belgique, c'est 5 millions. On a les moyens qu'on peut. Et effectivement, il y a des choix qui sont faits et des choix qui sont le reflet de cette différence de moyens. Alors, c'est plus facile de faire des séquences en radio qu'en télévision. Ça demande moins de temps, ça demande moins de moyens. Et ça explique peut-être qu'effectivement, vous avez plus de choses de ce genre à la radio qu'à la télévision. Puis il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Moi, je ne suis pas responsable de la rédaction du journal télévisé. Mais voilà. Je pense qu'étant donné la concurrence très dure qui existe sur le marché télévisuel en Belgique francophone, les choix ne sont pas toujours dictés par des raisons très rationnelles et parfois exclusivement par des raisons d'audimat ou de concurrence. Voilà. Vous savez, la particularité du marché audiovisuel de la communauté française de Belgique, c'est que 40% du marché est capté par les télévisions françaises. Donc, les chaînes belges, toutes chaînes belges confondues, se battent sur 60% du marché. Hugues, et ça, c'est le biotope belge francophone. Ça a toujours été comme ça, depuis la création de la télévision. En 1953, les francophones ne voyaient pas vraiment pourquoi on devait créer une télévision belge, puisqu'il y avait la télévision française. Les Flamands, eux, voulaient absolument une télévision, parce qu'ils étaient demandeurs beaucoup plus que les francophones. Vu qu'il y a encore on va continuer. Oui. Et ce que je proposerais peut-être, c'est qu'on prenne 3 ou 4 questions en une seule salve pour ne pas terminer trop tard. Non, mais on fait ça. Donc on prend 3 questions et puis on clôture. Enfin, on y répond d'abord. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, j'avoue, c'était aussi un petit peu pour rebondir avec ce qui a été dit, mais parce qu'on a parlé de rédaction qui n'avait pas forcément toujours beaucoup de moyens, de marché qui était assez petit, de choix de lignes éditoriales, de sponsors qu'on ne veut pas forcément vexer. Et donc la question en soi, c'est est-ce qu'une partie de la décrédibilisation qui existe à la fois sur des sujets scientifiques, mais parfois même autres,
elle ne vient pas, entre autres, de cette méfiance qu'ont les gens, à la fois des institutions, peut-être globalement du système, mais aussi de ce fait de se dire ils ne sont pas forcément indépendants, ils écrivent un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, une question aussi un peu plus globale, c'est justement un peu cette question du financement. Est-ce qu'au final, on ne peut pas trouver d'autres modèles plutôt que ce qui existe actuellement, ou même pour prendre Hugo Décrypte, puisqu'on en a parlé, on sait par exemple que lui, il est financé en grande partie par YouTube et il gagne sa vie sur YouTube, donc il dépend déjà vachement moins de sponsors, et beaucoup justement mettent en avant que c'est très chouette parce qu'il présente des faits qui sont souvent peut-être un peu plus nuancés, où il essaye en tout cas de représenter ces deux côtés du débat. Ouais. Ok, merci. On va peut-être prendre les deux dernières questions. Monsieur là-bas et monsieur tout en haut. Non, madame, pardon, je vois. Bonjour. Moi, j'ai une question sur le traitement de l'information, parce que j'ai l'impression que pendant 25 ans, on a été essoré de colibrisme, avec des petits micro-trottoirs sur et vous, le changement climatique. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à mener par rapport à ça, sortir de la vision du colibri, allez, on se remonte les manches et on y va, et qu'on passe aux vrais enjeux. On parlait de situation qu'on n'était pas dans un monde de bisounours. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une vraie responsabilité là des journalistes à mettre le fer là où ça fait vraiment mal, quoi. Ok, merci. Monsieur là-bas. Ah non, madame là-bas. Oui, pas grave. Bonjour, alors moi j'ai une petite question sur une espèce d'injonction au pluralisme. Alors je suis chercheuse sur des questions écoféministes, sur le wokisme, etc. Et alors, la dernière fois que j'ai été invitée, on m'a invité, puis on m'a proposé d'autres invités, et j'ai quand même trouvé que les invités étaient des gens qui n'étaient pas dans une justesse scientifique, quoi. Et donc j'ai dit, je suis pas trop enthousiaste de discuter avec des gens comme ça. Et on m'a dit, oui, mais c'est une question de pluralisme. Et alors là, j'étais un peu mal à l'aise parce que je me suis dit, c'est pas une question de pluralisme en fait ici. On confond un peu les faits et les valeurs pour moi. Et donc c'était la question que je voulais poser. Merci. La dernière question, monsieur là-bas, oui. Oui, merci beaucoup pour l'échange. J'avais une question rapide pour Anne-Sophie Novelle. J'ai noté à un moment que vous avez dit que les sciences ne sont pas des idéologies. Or, je me dis qu'il faut peut-être faire attention à ce qu'on met derrière le mot science, parce que par exemple, l'économie peut pour beaucoup de gens être vue comme une science économique. Or, ce n'est pas une science un peu comme la physique ou les sciences, c'est plutôt une science sociale. Et du coup, attention, est-ce que c'est vraiment pas une idéologie ou pas? Peut-être Anne-Sophie répondre déjà à cette question. Oui, mais c'est très juste. En fait, j'aurais dû préciser les sciences qui documentent le réchauffement climatique et l'extinction du vivant. Sont pas l'idéologie. Sur d'autres types de sciences, il y a encore du débat et le consensus scientifique n'est pas atteint. Mais je faisais référence à ça lorsque je m'exprimais comme ça. Donc merci de la précision. Jean-Jacques, peut-être sur le pluralisme, l'injonction au pluralisme, c'est intéressant aussi. Alors, le pluralisme, c'est vraiment une question très compliquée. Dans l'enseignement du journalisme, on essaye de faire comprendre que ça ne veut pas dire un quart d'heure pour Hitler, un quart d'heure pour les Juifs, hein, mais c'est ancré dans la volonté implicite ou inconsciente des journalistes de refléter la diversité. Et refléter la diversité, c'est malheureusement aussi entraîner une confusion entre, comme vous disiez, les valeurs et les savoirs. Mais cette diversité-là et cette confusion-là, elle est très présente dans la société et elle est encouragée par les réseaux sociaux, où tout est présenté sur le même niveau, à la fois les savoirs, les convictions, les invectives, etc. etc. Donc, et dans les écoles, on voit bien que les professeurs, les enseignants ont beaucoup de peine à faire prévaloir la différence entre conviction et savoir. Donc, on est confronté à une société où malheureusement cette confusion est présente partout. Elle est présente partout. Et c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est dans l'école, dans l'enseignement,
que c'est là que la responsabilité est la plus importante, et c'est là qu'il faudrait pouvoir, notamment dans l'éducation aux médias, qui n'a toujours pas de statut officiel dans notre enseignement, qu'il faudrait pouvoir faire cette distinction fondamentale aux yeux de tous les jeunes. Peut-être Martha, sur le financement des médias dont parlait Madame, des autres modèles que le financement privé. On sait, j'en toucherai un mot après, sur le modèle coopératif notamment, mais il y en a d'autres. Est-ce que c'est un gage d'indépendance aussi Yes, actually, going back to the Oslo Ocean Project, I keep self-referring because I think it's a really great way of innovative journalism. So it was an innovative way of telling stories, but it was also a way of getting funding in an innovative way. So with the music, the musicians produced based on the journalism, collaborating with us, with the journalists working for this investigative journalism project. We split half of the royalties with them, which is a really bad business for musicians, because they don't really get that much especially from platforms like Spotify. But they wanted to contribute to the journalism. They wanted to contribute to it being independent. So it's almost like a donation. It's like a collaboration, but also they realized that they weren't gonna make that much money. So half of the royalties, like I said, went to us. To the project, and then it wasn't a big amount of money, but it was a part of us moving away from private sponsors. So we got funds from the Pulitzer Center or these big international grants that give money to journalists to do independent investigative journalism. But then that is money that is it comes from philanthropists or other sources. So, but what I want to say is that yes, there are new different ways of getting funding to make the journalism independent, and I really like the job that I don't know if people will know them here, but Le Monde Diplomatique has a Spanish version. They're a cooperative, and I do like cooperatives that are media outlets in Spain, the way they get money from the readers, the audience, and not from advertising, not from public funds. I think that's not, it doesn't, I mean, I have some issues with that as well, with being dependent on that niche audience that is going to support your project because they want to hear about what you're saying. I mean, it can be really good journalism and be very independent, but I think you also have to be careful not to see the audience as your consumers and then give them what they want. I think you have to really have an ethics board to prevent from that. Thank you, Martha. Peut-être pour terminer, Anne-Sophie, sur le colibrisme, pendant longtemps, éventuellement, c'est ce journalisme des petits gestes qui a montré ses limites. Ah oui, on est d'accord. Comment dire, il y a plusieurs choses à ça. Je pense que historiquement, quand on analyse le traitement médiatique de l'écologie, c'est un sociologue qui s'appelle Jean-Baptiste Pomby qui avait un peu regardé ça, disait il y a eu toute la phase où on a parlé des causes du changement climatique avec ce fameux débat un peu confisqué, avec ce dont a parlé les marchands de doute et leur manigance. Après, on a parlé des conséquences, sans faire le lien avec les causes. Et ensuite, on a eu toute cette phase de journalisme qui met en avant des initiatives, des héros de la planète, etc. Ce qui fait qu'on a saucissonné la vision du sujet et qu'on l'a dépolitisé, en fait, tout simplement. Ce qui fait que pour en faire un sujet, un débat de société, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, c'est ça. L'enjeu de la transversalité, c'est de systématiquement faire les liens et éclairer le monde au regard de ces enjeux et donc de repolitiser. La deuxième chose, c'est que, en effet, alors je pense qu'au moment du Grenelle de l'environnement, on a commencé à se développer, même un peu avant, l'éco-geste, etc.
Pierre Rabhi, en parallèle, avait lancé cette théorie du colibri. Et je pense qu'il a été récupéré dans ce qu'il disait et qu'on a oublié une partie de ce qu'il racontait, en fait. Quand il est mort, Michael Correa de Mediapart, 7 minutes après l'annonce du décès, dit « Pierre Rabhi est mort, sa vision de l'écologie aussi ». C'était très dur. Il y a eu... c'était violent. Il y a eu une violence. Moi, j'ai un peu travaillé avec Pierre Rabhi, en plus, donc au-delà de l'attachement à l'homme, j'ai pas compris. Donc j'ai beaucoup travaillé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais il y a une violence sans nom qui s'est exprimée, de gens qui ont déformé son propos dans certains réseaux, qui ont cru que... Voilà, et cette violence-là m'a interrogée justement sur la nature du débat public et sur pourquoi on s'en était pris à lui de cette manière-là. Et en fait, avec le recul, je pense vraiment qu'il était aimé par les médias, aimé par les stars, et je pense que cette figure du colibri a été sortie de son contexte et que l'intention... Voilà. Et donc, du coup, avec la communication gouvernementale qu'a fait de l'Éco-Geste, on s'est réduit à ça uniquement. Nous, dans la charte, on l'a redit, on a dit il faut dépasser cette écologie individualiste pour aller interroger les causes profondes. Et aujourd'hui, je pense que dans un traitement médiatique, ça serait très intéressant à chaque fois de rappeler la part de ce que les gens peuvent faire à leur échelle. Ça a été chiffré, d'ailleurs, une étude de Carbone 4 rappelait que si on fait bien les choses, ça va être entre 25 et 40% voilà, si on est un héros de la planète, comme disent certains, voilà, mais il reste tout le reste du système à changer. Et donc, c'est important de toujours rappeler la part dédiée aux entreprises, aux institutions, et donc aller interroger des raisons profondément politiques du non-changement. Et là-dessus, ça demande d'avoir du temps, de faire de l'investigation en effet de qualité et de ne pas être empêché non plus dans l'explication des faits. Et hélas, pour l'instant, ça c'est un peu le gros morceau qui reste. Je crois qu'on a un peu dépassé cette écologie des petits gestes. En tout cas, elle ne passe pas du tout auprès des plus jeunes qui sentent bien qu'ils ont beau faire ça, faire pipi sous la douche, ça ne changera rien en fait. Donc cette goutte d'eau-là, voilà, il faut maintenant... Et donc je crois que c'est ça le prochain gros défi, c'est d'arriver à créer des espaces où on pose une parole et on questionne convenablement ces responsabilités qui nous empêchent aujourd'hui. Ça me permet de faire la transition et de clôturer sur un petit mot par rapport à Imagine, et parce qu'on est partenaire de cet événement, et donc de vous dire que modestement, depuis 27 ans, notre magazine, pour ceux qui ne le connaissent pas, traite des questions d'écologie, de société, de relations internationales, dans un journalisme d'impact, avec à la fois la vision d'investigation, mais aussi d'inspirer, et qu'on a une actualité toute cette semaine, puisqu'on a lancé notre nouveau média, à la fois papier, qui est maintenant trimestriel, qui est relooké, mais qui est aussi avec une plateforme digitale, avec des podcasts. Voilà, il est tout frais, tout chaud, il est sorti hier. Et par ailleurs, ça fait lien avec la question du financement. Imagine après 27 ans et une grosse réflexion sur sa gouvernance, son modèle économique, sa diversification de ses activités, etc., a décidé de créer une coopérative de presse et de services qui s'appelle Imagine Coop, qui va désormais gérer avec les citoyens et les citoyennes ce média. Donc voilà, on a lancé une campagne d'appel public à l'épargne. Il y a la possibilité de s'investir dedans. On a créé un laboratoire d'idées, Imagine, qui va être un think tank annuel. On va travailler aussi, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Sophie, sur la question de la vulgarisation de la charte, puisqu'Imagine, un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique le fait depuis 27 ans. Donc tout ce qui est dans la charte était pleinement dans nos valeurs de base. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir www.imagine-magazine.com pour en savoir plus sur notre projet, et puis à nous rejoindre si vous en avez envie. Alors je remercie les organisateurs, d'abord nos trois intervenants aussi, Martha, Anne-Sophie et Jean-Jacques, pour ce débat de qualité. Merci à vous aussi pour votre attention, et puis bonne rencontre de l'écologie politique et bonne journée. Merci. Je vais voir le...